Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de deck Star Wars Unlimited sur la chaîne des cartes sur table. Le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu mes guides, c'est le Anakin Vigilance. Alors déjà, le deck en quelques mots. Le deck est ce qu'on appelle un deck mid-range. C'est un deck qui peut conclure des parties assez rapidement, mais peut aussi temporiser au besoin. Très souvent, contre des decks aggro, on va essayer de ralentir la partie et d'épuiser leurs ressources, alors que face à des decks contrôle, on va essayer au contraire de les prendre de vitesse et de leur mettre beaucoup de dégâts avant qu'ils aient le temps de réagir et de gérer tout notre board. Spécifiquement, ce deck, grâce à l'effet de leader sur lequel je vais revenir juste après, va pouvoir prendre des trades très avantageux et a quelques outils pour annuler le contre-coup du leader d'Anakin et donc pouvoir beaucoup mieux gérer le board que la plupart des decks de la même couleur, notamment en miroir. Si vous jouez contre une Rey, contre un Han ou même contre un Yoda, ça va faire des grosses différences, vous le verrez. Par contre, un des points faibles du deck, c'est qu'il a vraiment besoin de garder le contrôle du board. Si vous avez plus le board, ça va être très difficile de revenir dans la game parce que vos options vont être très limitées à part par ce moyen. Et on peut manquer de cartes en main, donc on va être obligé de réfléchir un petit peu à certains plays qu'on va faire, parce qu'en fait, on va vite utiliser toutes nos cartes, parce qu'en fait, elles sont toutes bien, et le deck est bien construit. Et je dis pas juste ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vraiment qu'en fait, le deck lui-même a envie d'utiliser toutes ses ressources régulièrement. Le leader et la base. Donc le leader, c'est Anakin, un nouveau leader du set 3. C'est un leader, donc, agressivité, rouge, héroïsme. Son effet, c'est, pour une action, vous l'inclinez et vous infligez 2 dégâts à votre base. Vous attaquez avec une unité. Si elle attaque une autre unité, elle va gagner plus 2, plus 0 pour l'attaque. Et j'avoue que quand c'est sorti, je me suis dit, mais c'est nul. Je voyais pas l'intérêt. Et en fait, à force de l'avoir joué à la base en AP et d'avoir testé le deck, je me suis rendu compte que ça vous donnait un gros avantage sur le deck, enfin sur vos adversaires en général, parce qu'en fait, ça va vous donner des trades hyper cool, notamment en début de partie, mais aussi à la fin. Moi, je pense notamment, par exemple, une Sabine qui, en attaque, va pouvoir faire 3 dégâts d'habitude, donc 2 avec son attaque, 1 avec son effet. Là, tout d'un coup, elle se retrouve à faire du 5 dégâts. Ou même un Yoda qui est 2-4, tout d'un coup devient 4-4. Et en fait, toutes ces unités-là vont pouvoir réussir à trade, donc taper dans des unités plus fortes que ce qu'elles devraient. Le contre-coup, c'est de faire 2 dégâts à votre base. Il y a plusieurs façons de le mitiger, et de toute façon, ça synergise très bien avec son effet en tant qu'unité. Il se déploie lorsque vous avez 6 ressources, avec des statistiques de 4-7, mais surtout, il a débordement, et cette unité a plus 1, plus 0 pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Donc c'est-à-dire que si vous avez 5 dégâts, ça devient une 5-7, si vous avez 10 dégâts ou plus, ça devient une 6-7, si vous avez 15 dégâts ou plus, ça devient une 7-7, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est une unité qui va utiliser au maximum les dégâts que vous vous infligez vous-même pour taper très fort. Ça se déploie tour 6, c'est le même tour que Ray. Par contre, du coup, c'est pas une unité qui va vous donner du soin instantanément, donc c'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir à ça quand vous choisissez votre deck avec ces couleurs-là. Lui, c'est vraiment un monstre que les adversaires vont devoir gérer. Alors, c'est une grosse unité qui a force en plus, qui est hyper important comme mot-clé, vous le verrez aussi dans la construction du deck. Et à partir du moment où il est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas l'ignorer pour plein de raisons, notamment son débordement et le fait que de toute façon, s'il le laisse, plus il va le laisser, plus il va être fort. Pour la base, je choisis personnellement toujours la base thématique et celle qui sort dans le même set, donc j'ai sorti la base 30 PV de Christophe 6. Mais en tout cas, il ne faut pas sortir les bases à 25 ou 26 PV. Vous infligez déjà des dégâts à vous-même, avec votre effet, donc ne rendez pas la tâche plus facile à votre adversaire en vous mettant encore plus de baffes dans votre tête. Ce serait clairement dommage. Pour ce qui est des unités terrestres, pour le tour 1, voici les 3 unités que vous avez à disposition. Barry Sophé, qui est une nouvelle unité du set 3, Quill et Sabine. Barry Sophé est, comme ça, paraît un peu pas efficace, surtout qu'on n'a pas forcément de soins aux autres unités dans ce deck, mais c'est une unité 1-1 force et qui coûte 1. L'avantage de ça, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà que c'est une unité qui coûte pas cher et qui a le mot-clé force, donc vous pouvez la jouer tour 1. Et surtout, en fait, c'est qu'il y a une petite carte qu'on verra dans les événements qui s'appelle Projection de force, qui va forcer soit vous, soit un adversaire à défausser une carte. Et si vous avez une unité force sur le terrain, va infliger des dégâts équivalents au coût de la carte à une unité.
Donc potentiellement, c'est une unité, si vous l'avez dans votre main de départ avec une projection de force, et on reviendra sur la main de départ juste après, vous pouvez potentiellement gérer le terrain adverse dès le début. Et ensuite, au tour 2, on a une autre carte que j'ai mis dans la partie main de départ, qui est le sabre Jedi, qui permet donc de faire de Barriss une 4-4, qui, lorsqu'elle attaque, donne -2/-2 aux adversaires. Donc en fait, très rapidement, vous vous retrouvez avec une créature qui vous a coûté 1, enfin une unité qui vous a coûté 1, mais qui va débloquer pas mal de synergie derrière, et qui en fait est une menace. Et puis tout simplement, si elle peut juste pour un trade un Grido, trade un Stormtrooper de l'étoile noire, etc., donc toutes ces créatures qui sont 3-1, bah vous êtes content d'avoir fait le deal. Sabine, elle, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est toujours une grosse unité pour faire des dégâts à la base parce qu'elle peut faire 3, mais ça peut aussi gérer des unités qui coûtent 5 avec cet effet actuel, donc c'est une très bonne unité que ce soit pour le trade ou pour l'agression. Et enfin, Quill, c'est une unité qui a récupération. En attaque, vous défaussez une carte de votre deck, et si elle partage une affinité avec votre base, vous la renvoyez dans votre main. C'est une des solutions dont je parlais pour mitiger à la fois votre effet de leader, enfin, l'effet négatif de votre effet de leader, et le manque de pioche du deck. Le deck est principalement composé de cartes vigilance, donc la même couleur que la base, enfin la même affinité que la base, donc il n'y a pas de souci sur ça. Et lorsque vous allez attaquer avec Quill, vous pouvez aussi utiliser votre effet de leader du coup pour infliger de dégâts à votre base et attaquer avec Quill et en faire une 4-3 quand il tape une unité adverse, mais vu qu'il a récupération, vous allez perdre qu'un seul PV. Et en fait, Barriss et Quill vont vraiment faire partie des 3 gros packages slash synergies que j'ai mis en place dans le deck. Le premier étant le package Force, donc avec projection de force, le sabre Jedi et plusieurs unités force derrière, et un autre événement qu'on verra juste après. Et Quill, lui, va représenter plus le package récupération, parce qu'en fait, toutes les unités qui vous soignent vous permettent en soi, lorsque vous attaquez, d'ignorer l'effet négatif de votre leader, puisque par exemple, si vous attaquez avec Yoda, que vous en faites un 4-4, vu qu'il a récupération 2, il va annuler entièrement les dégâts que vous avez fait avec votre leader. Et enfin, le troisième package, donc là on revient sur Barriss, et surtout sur projection de force dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit package discard, mais quand je dis petit, c'est vraiment juste projection de force. Mais il est suffisant pour être noté parce que c'est très important comme package et ça va beaucoup embêter vos adversaires. Ensuite, sur les unités qui coûtent 3 ressources. J'en ai parlé, le maître Yoda, récupération 2, une fois éliminé, choisissez n'importe quel nombre de joueurs, ils piochent chacun une carte, c'est une de 4. C'est une unité force, donc vous êtes content de l'avoir pour projection de force, vous êtes content de l'avoir pour lui mettre un sabre Jedi, vous êtes content parce qu'il a récupération 2 et qu'il peut taper sur des 4-4, et lorsqu'il est éliminé, il peut faire piocher n'importe qui. Ce qui est très bien parce qu'il peut vous faire piocher vous, mais si par exemple votre partie a duré très longtemps, que vous arrivez à la meule avec votre adversaire, vous pouvez le faire piocher lui, et ça lui infligera 3 dégâts. Donc faut pas oublier, vous n'êtes pas vous obligé de piocher, vous pouvez décider que c'est 0 joueur, vous pouvez décider que c'est les 2 joueurs, vous pouvez décider que c'est juste vous ou juste votre adversaire. Et le capitaine Tifo, donc, que j'ai mis à la place de mon ancien build des protecteurs du village, parce qu'en fait le capitaine Tifo permet en attaque et une fois joué de donner sentinelle à une unité pour cette phase, tout en ayant encore une fois son effet d'être potentiellement une 4-4 grâce à votre effet de leader. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément lui la sentinelle. Donc par exemple, vous avez attaqué avec Barriss, ou vous avez juste votre Barriss 1-1, vous avez fait votre projection de force tour 1, vous avez plus besoin de Barriss, vous jouez Tifo, vous décidez que c'est Barriss la sentinelle, et votre adversaire va être obligé de taper dans Barriss avant de taper dans autre chose. Ou au contraire, en fin de partie, vous pouvez décider que la sentinelle est une de vos grosses unités, un des gros finishers, et que votre adversaire va être obligé de dépenser beaucoup de ressources pour gérer cette unité, au lieu de juste pouvoir tuer les sentinelles qui en fait, les protecteurs du village, qui eux ont beaucoup de façons d'être contournés maintenant. Et en plus, c'est toujours en attaque, donc si vous avez l'initiative, que vous attaquez avec lui, vous faites 4-4, même s'il meurt, il donne sentinelle à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être très bien, c'est que tant qu'il a réussi à être joué ou qu'il attaque, l'effet sentinelle reste. Et ça, c'est pour moi une polyvalence que j'adore. N'hésitez pas à mettre à la place le protecteur du village si vous aimez pas le gameplay. Moi, j'ai préféré, mais c'est une option. Ensuite, pour les unités qui coûtent 4, on a le classique K2SO. On le présente plus, il est là depuis le 7-1, c'est une des meilleures unités agressivité du jeu. 4-4 pour 4, débordement, une fois éliminé, soit vous faites défausser une carte à votre adversaire, soit vous infligez 3 dégâts à la base de votre adversaire. Ça fait aussi partie du package discard dont je parlais tout à l'heure. C'est souvent la solution que vous allez choisir. À part contre-contrôle, vous allez peut-être essayer d'aller très très vite sur les PV. Et c'est une unité que vous n'avez pas de souci à sacrifier
en la transformant en 6-4, en l'envoyant dans un truc beaucoup plus gros qu'elle, mais juste pour qu'elle meure, par exemple, je pense à un vrai cœur, un pot ou quelque chose comme ça. Il va tuer le vrai cœur, il va tuer le pot, et en plus, il va faire discard une carte à l'adversaire ou lui faire perdre 3 dégâts sur la base. Donc c'est... À partir des 4 PV, là, on est sur vraiment des grosses unités qui vont faire des bons removals. Et enfin, il y a Kanan, unité force, coût de 4, statistique à 4-5, en attaque, vous défaussez une carte du deck du joueur à défenseur pour chaque unité spectre ami. Ça inclut Sabine, donc n'oubliez pas, si vous avez Kanan et Sabine sur le terrain, vous défaussez 2 cartes et pas une seule. Et ça peut vraiment faire la différence. Et vous soignez de 1 dégât sur votre base parmi chaque affinité différente parmi les cartes défaussées. Donc pour le moment, vous pouvez vous soigner un maximum de 3 dégâts sur une attaque, s'il y a Sabine sur le terrain. Mais c'est déjà fou. En fait, c'est déjà très bien, parce que par exemple, si vous avez votre effet leader et que vous réussissez à défausser 2 cartes, bah bravo, vous avez soigné plus de dégâts que vous en êtes infligé pour faire l'effet. C'est quand même vachement bien. Il a 5 PV, ce qui va le rendre très efficace dans tous les trades à peu près à ces coups-là, donc les coups 4 ou 5. Enfin, les coups 3, 4, à peu près tous ces coups-là. Et c'est là qu'on va commencer à avoir Anakin qui devient intéressant, c'est que par exemple, si votre adversaire joue aussi un Kanan, vous attaquez avec Kanan avant, bah vous avez tué le Kanan adverse parce que vous avez utilisé votre effet leader, et votre Kanan à vous est en vie. Et ça va commencer, je pense, à lui donner un petit avantage dans les miroirs. Pour les unités qui coûtent 5, on reste dans les unités force. Je vais parler de Rey très rapidement. Les gens qui me connaissent savent que c'est une carte que j'adore. Elle est force, elle a 4-7, donc c'est des stats hyper compliquées à gérer pour les adversaires parce que ça ne correspond à aucun removal tel quel. Faut avoir une carte de contrôle directe comme Triompher ou une chute du rival pour la gérer. Et lorsqu'elle attaque, elle peut soigner 2 dégâts d'une unité. Et si c'est une unité non héroïque, vous lui donnez un bouclier. Vous avez très peu d'unités non héroïques dans le deck, donc cette partie-là va pas être prise en compte. Mais vu que vous êtes justement un deck qui va chercher à beaucoup prendre des trades et donc gérer le board adverse, avoir une unité qui peut attaquer et soigner d'autres unités ou elle-même, ça va vraiment être très important. Et Anakin, j'avais très peur de lui parce que son effet coordination paraît vraiment un peu compliqué à mettre en place parce que bah, en attaque, piocher une carte, si vous contrôlez au moins 3 unités, lui compris, ça paraît dur. Pas dans ce deck-là. Ce deck-là a la possibilité de mettre les 3 unités sur le terrain assez facilement. Et au pire du pire, pour 5, vous avez une unité 6-6 que vous pouvez transformer en 8-6, qui est force, donc qui peut porter le sabre Jedi, qui peut aider une projection de force derrière. Et comme je disais, vous allez probablement avoir plus de fois que vous n'allez pas l'avoir, la coordination. Et c'est ce qui va vous permettre de cycler un peu votre main, donc comme Yoda, comme Quill. Donc c'est vraiment un moteur de pioche que j'apprécie beaucoup. Pour le coup, 6, Obi-Wan, un autre moteur de pioche, une autre unité force. C'est une sentinelle 4-6 pour 6. Lorsqu'il est éliminé, on donne 2 jetons d'expérience à une autre unité amie. Si c'est une unité force, on pioche une carte. Ce qui est sympa avec Obi-Wan, c'est pas juste que c'est une sentinelle 4-6, même si c'est déjà très bien parce que ça a des bonnes stats, et à part Cunning ou quelques cartes comme ça, il est assez dur à remove sans aller le trade. Mais en plus, vous avez quasiment que des unités force dans le deck, hein, comme vous le voyez là, on est sur une bonne dose d'unités force. Et donc vous allez pouvoir les booster, et en plus, il sort sur le tour de votre leader. Donc ça veut dire que vous pouvez sortir votre leader, sortir Obi-Wan, si les gens tuent Obi-Wan, vous boostez votre leader. Ou inversement, vous en ressortez Obi-Wan parce que vous avez déjà une unité force, votre adversaire va être obligé de le gérer pour éviter que ce soit Anakin, donc le leader Anakin, qui prenne les boosts. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une unité 4-7, si elle commence à passer 6-9 juste avec l'XP que donne Obi-Wan sans même prendre en compte les dégâts qu'elle a subis, ça devient une unité hyper menaçante. Et enfin, on va grouper le top-end des unités terrestres, même s'ils ont rien à voir, mais vous les connaissez, ce sont des cartes qu'on appréciait déjà dans les decks Han et Rey. Luke Skywalker, une des meilleures légendaires du jeu, donc Force, Jedi, Rebelle, récupération 3. Une fois joué, donnez -3, -3 unité ennemie. Si une unité ennemie a été éliminée pour cette phase, donnez -6 à une unité ennemie à la place. C'est un removal, c'est une unité qui a des super stats. Vous pouvez le transformer en 8-7 grâce à votre effet de leader, et en plus, il vous soigne plus que ce que vous avez utilisé pour attaquer avec lui. C'est probablement une des meilleures cartes du jeu, c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours aussi fan du côté héroïque, en fait, du jeu en général, et que j'ai du mal à me décrocher du bleu héroïque, c'est Luke Skywalker. Luke Skywalker est un monstre. J'adore la carte, hyper efficace. Et contrairement à d'autres decks, par contre, il n'est pas aussi clé. J'ai déjà gagné plusieurs parties sans voir un seul Luke, alors que par exemple dans Han 2, ça devenait très difficile de jouer sans lui.
Donc il est bien, n'hésitez pas à le tester et à vous amuser avec. Et enfin, le Dragon Crate. On le met surtout parce que c'est une très bonne unité contre les decks contrôle. Si vous avez réussi à prendre la pression, mettre 10, 15, même 20 dégâts sur la base, ce qui est largement possible, dès que vous jouez un Dragon Crate, la moindre décision de votre adversaire va prendre beaucoup de temps et va prendre beaucoup de ressources. Parce que s'il décide de vous faire un tir de super laser, 8 dégâts potentiels sur la base. Une chute du rival, 6 dégâts potentiels sur la base, et vous avez des options pour revenir et finir leur base à partir de là, que ce soit un cas de SO, que ce soit juste vos unités qui retournent charger. C'est un finisher, pour moi c'est une excellente carte, et il y en a deux dans le deck principal, un troisième dans le side. J'ai du mal à sortir sans aussi, hein, clairement, j'adore la carte et elle marche beaucoup trop bien. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour jouer le deck comme ça, je peux vous proposer, notamment pour remplacer Luke, de jouer Mace Windu. Je sais que c'est aussi une légendaire, mais il coûte beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas. L'effet n'est pas le même. Ça reste une unité force sur le tour 7 qui va pouvoir attaquer et mettre beaucoup de dégâts en fait, et qui peut aussi clear le board à sa façon grâce à son embuscade. Donc ça, c'est une des options à laquelle j'avais pensé. Et le Dragon Crate peut être remplacé, même si là c'est plus du tout le même effet, mais il peut être remplacé par le Resolute, qui est une légendaire du nouveau set, pareil, mais qui coûte en ce moment sur Card Market moins de 5 €. Donc n'hésitez pas, c'est deux légendaires, mais les deux légendaires qui coûtent moins que certaines rares, et je pense que c'est des bonnes options en fait pour remplacer, pour avoir un peu, pour garder quand même un peu de top end. Je propose pas de remplacement pour Rey non plus, parce que elle a le même point de pas coûter très cher en tant que légendaire, mais j'ai par exemple que deux Anakin, vous pouvez mettre un troisième Anakin à la place et tester d'autres unités comme ça. Il y a des options pour changer le deck, il marchera pas aussi bien évidemment, mais en tout cas voilà, faut pas se figer sur le deck est comme ça, il n'y a pas d'autre option, c'est fini. On a déjà l'arc 170 restauré, donc une très bonne unité hein, parce qu'elle vous donne récupération, 2-3 pour 2 dans le spatial. Avec votre effet leader, elle va pouvoir aller trade largement au-dessus de sa classe de poids, elle peut aller tuer un Punishing One, elle peut aller tuer pas mal de choses, et en soi, même le TIE Phantom qui était très présent dans la méta Boba, on verra s'il est toujours aussi présent maintenant, mais il risque de l'être dans les decks Django, il est aussi vulnérable à l'arc 170 restauré, donc pour moi, c'est une carte qu'on adore avoir, et encore une fois, récupération. Le Razor Crest, un peu la même chose, des bonnes stats, c'est une 3-4, donc ça peut devenir une 5-4, récupération 2, et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Ça vous permet de récupérer le sabre Jedi. On n'a pas envie de le perdre, le sabre Jedi, on n'a pas envie de le gâcher, mais l'avantage avec le Razor Crest, c'est que du coup, vous pouvez le jouer sur une unité de début de game, et c'est moins triste si vous le perdez parce que vous pouvez le récupérer. Et enfin, la rédemption, c'est une 6-9 spatiale pour 8, qui, lorsque vous le jouez, peut soigner jusqu'à 8 dégâts, répartis comme vous voulez, n'oubliez entre des unités ou des bases. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez soigner des unités avec, c'est très important aussi parfois, parce que si votre leader, par exemple, vient de passer à 5 PV, ou c'est que votre adversaire a un mètre au tapis, vous pouvez remonter les PV de votre leader. Évidemment, il y a une pénalité, c'est que la rédemption perd autant de PV qu'elle en a soigné. Mais c'est pas grave. Ça vaut le coup parce qu'au pire du pire, c'est quand même une créature à 6, une unité à 6, sentinelle dans le spatial. Les événements, j'en ai parlé, projection de force, une des meilleures cartes, je pense, du jeu pour le moment, et plus les packages force agrandissent et deviennent efficaces, plus cette carte devient forte. On choisit un joueur, le joueur défausse une carte de sa main, et si on contrôle l'unité force, on peut infliger à l'unité des dégâts égaux au coût de la carte défaussée. Ce que j'aime beaucoup avec la carte, c'est que déjà vous pouvez défausser une de vos cartes à vous, ce que je trouve très intéressant, parce que par exemple, si vous avez un crate en main, vous savez que vous n'allez jamais arriver à le jouer, bah baf, bam, 9 dégâts à l'adversaire, enfin une unité adverse, c'est très bien en soi. Et en fait, c'est aussi que votre adversaire va être obligé de réfléchir quand vous lui faites défausser une carte. Il va parfois devoir soit jeter une carte chère parce qu'il sait qu'il va pas pouvoir la jouer, et du coup c'est soit il perd de la tempo, soit il perd son unité sur le terrain, soit il va devoir faire le contraire. C'est-à-dire qu'il va être obligé de jeter une carte pas chère parce qu'il veut pas perdre son unité, il veut pas perdre l'unité qu'elle a, mais potentiellement vous lui avez cassé son tour. Donc en fait c'est une carte qui force vraiment l'adversaire à réfléchir et potentiellement à faire des erreurs. Donc moi je les mets en x3 et je l'aime très fort. Abattre le dragon, ça fait partie un peu de ces cartes qu'on peut laisser, retirer et choisir selon la méta. Où je joue, il y a beaucoup d'unités qui ont beaucoup de puissance, donc avoir cette carte-là dans le deck, c'est important parce que ça vous permet pour un coût très bas de gérer des grosses unités adverses.
Mettre au tapis, c'est un peu l'inverse, ça vous permet d'éliminer des unités dont les PV restants sont à 5 ou moins. Mais c'est ce qui est bien, c'est que ça marche sur les unités protégées, c'est à 4 ressources, donc ça marche sur le tour où Sabine va être mise en jeu. Donc c'est une bonne carte, mais voilà, abattre le dragon, mettre au tapis, c'est les cartes qui peuvent être changées selon la méta que vous allez croiser et remplacées par d'autres cartes de removal. Notamment, je pense à une des nouvelles cartes qui est bien le bonjour, si je ne m'abuse en français, donc Hello there en anglais, qui est celle qui fait -3/-3 à une unité le tour où elle arrive en jeu pour 3. Moi je trouve que c'est une excellente carte aussi, et j'hésite toujours entre mettre au tapis, Hello there, etc. Donc ça va être des tests. Pour le moment, je pense que mettre au tapis est un peu plus polyvalente, mais si vous voyez que ça ne vous réussit pas, n'hésitez pas à tester autre chose. Et enfin, la force est avec moi, qui permet beaucoup de choses en même temps. Donc c'est une carte qu'on a un peu vue, notamment dans les decks Shirut au début. On l'a quelques fois vue dans les decks Rei et Anne. Et là, je pense qu'elle a vraiment sa place dans ce deck-là. C'est qu'on choisit une unité amie, on lui donne 2 jetons expérience. Si on contrôle l'unité force, c'est pas forcément l'unité qu'on a choisie qui doit être force. On donne un jeton bouclier à l'unité à qui on a mis le jeton d'expérience. Et on peut attaquer avec. Et en fait, c'est bête à dire, mais des fois, c'est ce qui va faire la différence entre gagner ou perdre une partie. Parce que vous vous retrouvez avec une action qui vous permet de gagner plus de dégâts, protéger votre unité, et attaquer avec quelque chose, donc potentiellement un Luke Skywalker, un Anakin qui a débordement, donc le Anakin leader, plein de choses, même une rédemption qui est à 6-1, qui tout d'un coup devient une attaque à 8-1, enfin 8-3, mais bon, on s'en moque des 3 PV, du coup, ça vous donne en fait les petits dégâts qui peuvent vous manquer en fin de partie si vous n'avez pas réussi à finir un crate, et aussi ça vous permet de gagner des trades plus facilement, parce que, en fait, donner 2 jetons d'expérience à une unité, votre Luke qui se retrouve soudainement à 8 d'attaque avec bouclier, vous avez beaucoup moins de scrupules à le lancer dans quelque chose d'autre. Donc franchement, moi j'aime beaucoup la carte. Pareil, c'était un test au début, et je l'ai testé, je l'ai adopté. Et enfin, les améliorations, ou plutôt l'amélioration, le sabre laser Jedi. J'en ai parlé plusieurs fois, coûte 3, +3/+3, en attaque, -2/-2 au défenseur pour cette phase, si l'unité à laquelle vous l'avez attaché est force. Il y a quelques petits tricks, donc je vais pas aller très en détail dedans, mais par exemple, si vous attaquez avec une unité qui a débordement comme le leader Anakin, le débordement va prendre en compte les -2/-2, et si par exemple vous attaquez une unité comme les protecteurs du village qui sont 2/2, ils vont être éliminés par l'effet, donc c'est-à-dire que vous ne prendrez pas les dégâts de l'attaque parce qu'ils sont à -2/-2, mais par contre tout votre débordement va passer. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut prendre en compte. Quand vous le mettez sur Yoda, Yoda se retrouve soudainement à être 5-7, et si vous attaquez avec votre effet leader, c'est une 7-7 qui fait -2/-2 en attaquant à un défenseur. C'est dur à gérer. Si vous jouez pas contre des decks contrôle, et quand je dis contrôle, c'est genre vraiment contrôle, qui ont des cartes qui vont juste vous retirer et vous punir si vous avez une seule unité sur le terrain, comme par exemple pouvoir du côté obscur, cette carte est incroyable. Donc, maintenant que je vous ai présenté un peu le deck, vous avez peut-être une idée de ce qu'on veut voir dans ces mains de départ, mais je vais quand même vous le présenter. Donc, dans la main de départ, il y a des cartes qu'on est toujours content de voir. Déjà, toutes les cartes à 2, Quill, on est content de le voir même s'il n'est pas là. Mais je pense que les cartes qu'on veut le plus voir, ça reste quand même Barris et Projection de Force. Elles viennent par paire. Si vous avez Barris mais que vous n'avez pas Projection de Force, vous pouvez mulligan pour aller chercher autre chose. Sabine, comme je disais, peut faire 5 dégâts. S'il y a un adversaire qui a Sentinelle ou Bouclier, elle peut détruire le bouclier avant d'attaquer. Je pense notamment à des Evazan, par exemple. Elle peut attaquer Evazan, casser son bouclier, et le tuer dans ce deck-là, ce qu'elle pouvait pas faire avant. Ou même d'autres unités comme ça, Grido, où elle peut attaquer, mettre un dégât à Grido, et donc ne pas prendre la contre-attaque, etc. Donc ça reste une excellente unité, et je pense que si vous l'avez dans votre main de départ, vous êtes toujours content de l'avoir. Yoda, évidemment, c'est un des MVP du deck. Récupération 2, il peut trade beaucoup de choses, il vous fait piocher quand il meurt, donc au pire, s'il meurt, c'est pas grave, parce qu'il vous a donné une autre carte, il vous a soigné 2, et il aura probablement géré une unité adverse, ou fait gâcher une carte à l'adversaire en face. Donc n'hésitez vraiment pas à le jouer si vous l'avez, à condition d'avoir quelque chose au tour 1 à jouer, parce que si vous n'avez rien au tour 1, là, vous retirez Yoda. Essayez d'avoir Yoda dans votre main et d'être prêt à le jouer si la situation le permet. Et enfin, le sabre laser Jedi, qui pour moi en fait va avec les cartes que j'ai présentées juste avant, dans le sens où sabre laser Jedi en tour 2 sur Barris, c'est très fort. Même sur Sabine, c'est très fort, parce que tout d'un coup, Sabine, c'est une 5-6. Faut pas hésiter à mettre, c'est pas parce qu'il y a écrit Jedi dessus que on peut pas le mettre sur à peu près n'importe qui passe par là. Il y a un film dont je ne citerai pas le nom
où on a vu un personnage qui n'est pas Jedi porter un sabre Jedi et se battre avec. Donc, c'est bon, on a le droit, c'est canon. Pour le sideboard, donc, comme d'habitude, 10 cartes. Ça aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup s'adapter à la méta dans laquelle vous évoluez. Donc, je vais juste vous faire un petit résumé de ce que moi j'ai choisi de mettre et pourquoi. Donc, les cibles prioritaires et les fâcheuses postures. Personnellement, j'ai mis 2-3, mais ça pourrait facilement être 3-2. Cible prioritaire, c'est pour les decks aggro, donc vous êtes très content de mettre ça contre Sabine, vous retirez vos dragons crate et vous mettez les cibles prioritaires à la place. Fâcheuse posture, c'est quand même une très bonne carte qui remplace pour moi les ouvrir un passage parce que ça donne -2/-2, mais c'est permanent au lieu d'être juste un effet temporaire. Vous n'avez pas les 2 de heal, mais vous avez quand même beaucoup de sources de soins dans le deck. Donc fâcheuse posture, vous pouvez le rentrer aussi contre les decks aggro. Par exemple, vous pouvez rentrer les cibles prioritaires à la place du crate et les fâcheuses postures à la place de la force est avec moi si vous estimez que vous avez assez de trade, ou si votre adversaire, vous savez qu'il joue pas beaucoup de grosses unités, vous pouvez le mettre à la place des abattre le dragon. Encore une fois, il faut toujours doser tout ce qui est sideboard. Deck qui n'est pas dans le deck principal, principalement parce que je voulais pas casser les ratios de Quill, parce que Quill a besoin de beaucoup de cartes bleues. Pas d'argent, juste de cartes de couleur bleue. Et de toute façon, en fait, vos parties ne vont quasiment jamais aller au stade où vous avez besoin d'un tech dans le deck, à part si vous jouez dans des match-ups très grindy, très contrôle, très compliqués, où là, du coup, vous pouvez essayer de rentrer tech à la place de Tifo, par exemple, vu que c'est une sentinelle, vous avez moins besoin de sentinelle dans les decks contrôle. Donc, ça peut être une option. Chute du rival, ça va aussi dépendre de si vous affrontez, par exemple, beaucoup de Yoda, beaucoup d'autres decks Anakin, donc avec des leaders qui ont des stats qui les rendent durs à gérer par les mettre au tapis, et sur lesquels vous voulez pas prendre des trades, donc Chute du rival peut rentrer à ce moment-là. Et le Dragon Crate, je le rentre aussi dans les match-ups un peu grindy, à la place d'une rédemption notamment. Donc vraiment ces match-ups qui vont très loin dans les parties, les gros match-ups contrôle, les match-ups un peu Palpatine vert par exemple du premier set, ou tous ces matchs qui vont durer très longtemps, vous êtes toujours heureux d'avoir Tech qui va vous donner un card advantage, donc qui va vous permettre de jouer des cartes de vos ressources au lieu de les jouer de votre main, ou le Dragon Crate qui va vous permettre de mieux finir la partie et de forcer des réponses de l'adversaire. Donc enfin, la decklist, je vous l'ai présentée, donc là, elle est dans son intégralité. Je vous mets le lien dans la description, évidemment, donc vous pourrez aller la voir, et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour me poser des questions, des suggestions, me dire comment ça s'est passé avec vous quand vous avez testé la partie, le deck, etc. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce deck parce que je suis très hypé. Ce n'est pas un deck compétitif dans le sens où je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble la méta compétitive de ce set pour le moment et personne n'a de vraie idée, surtout avec le départ de Boba. Mais je pense qu'il a beaucoup de potentiel et que si vous savez jouer ces couleurs-là, ce deck-là va probablement être un des meilleurs, voire le meilleur dans cette couleur-là, dans ces couleurs-là. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci pour votre soutien en général. On est toujours là pour vous dans les commentaires, sur Discord. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, ça nous fera très plaisir et en plus ça nous donne des avantages simplement quand on parle avec d'autres partenaires et autres, de pouvoir dire on est nombreux et c'est grâce à ça qu'on peut vous faire du contenu aussi régulièrement et d'aussi bonne qualité. En tout cas, merci et à bientôt tout le monde. Ciao.